Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est Credi. Credi, c'est entre le mardi et le jeudi. Enfin, là, c'est Credi aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Oui. Et c'est le jour des enfants parce qu'on peut pas manger tous les jours la même chose. Absolument, c'est le jour des enfants. Ah oui. Et donc. J'en ai mangé là d'ailleurs. J'en ai mangé deux. C'était très bon. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, pour les vraies voix, vous savez, on ouvre toujours maintenant avec une chanson, hein, forcément. Et comme je vous ai parlé hors antenne tout à l'heure, je me suis dit que cette journée, en tout cas cette émission, devait commencer par ça. Écoutez. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Vous les avez tous invités à dîner? Ça nous met à prendre confiance. C'est bien, hein. Quand on est con, on est con. Oui. Bah voilà, moi ça donne le ton Plus de controverse, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous voyez, c'est tout un Vieux con temps des d'ambiance. neiges d'antan. Et ben voilà, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous voulez commenter l'actualité et votre quotidien, bien entendu. Vous êtes les bienvenus. On vous attend avec notre Aude qui vous attend au 0826 300 300. Allez, tout de suite le sommaire de cette émission. Profit record. A-t-on un problème avec l'argent en France? De qui se moque-t-on? Total Énergie a annoncé des profits records de plus de 20 milliards d'euros pour 2022. Du jamais vu, hein, dans l'histoire du groupe. De nombreuses associations jugent ces bénéfices indécents, réclament que ces multinationales soient davantage taxées. Philippe. Oui, a-t-on un problème avec l'argent en France finalement? Oui. Puisque le but d'une entreprise, c'est pas philanthropique, c'est de gagner de l'argent pour les distribuer aux actionnaires, aux gens qui ont investi. Alors je sais qu'en France on n'aime pas les riches, c'est François Hollande qui l'avait dit, les riches à 4 000 euros par mois, alors à 20 milliards, là c'est plus 4 000 euros par mois, c'est stratosphériquement plus. Vous trouvez que tant mieux pour Total et puis tant mieux pour les autoroutes et pour les banques qui gagnent beaucoup d'argent, ou vous trouvez ça scandaleux? Aude et sa douce voix vous attendent au 0826 300 300 et c'est 5 centimes l'appel, ce n'est pas 20 milliards, ne vous inquiétez pas. Et a-t-on un problème avec l'argent? Vous dites oui à 78%. Le coup de projecteur. Contraintes écologiques et réglementaires. Veut-on tuer nos agriculteurs? Soyons vrais, soyons cash. Selon la FNSEA, près de 500 tracteurs et 2000 agriculteurs étaient à Paris aujourd'hui pour manifester contre les contraintes qui pèsent sur leur profession, Philippe. Oui, Cécile, les betteraviers n'en peuvent plus puisqu'ils devaient avoir le droit d'utiliser les néonicotinoïdes jusqu'à 2023, mais l'Europe leur interdit et il n'y a pas de remplaçant. Non. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour de la betterave à sucre? L'alternative, c'est d'importer du sucre de canne du Brésil. On aura abattu des milliers d'arbres pour faire des grands champs pour cultiver de la canne à sucre. On aura des pesticides interdits en France. Alors vous êtes agriculteurs, vous en avez marre, vous allez mettre la clé sous la porte parce que on vous interdit de tout faire et vous ne pouvez plus faire face à la concurrence internationale. On vous attend aussi au 0826 300 300. Avec votre tracteur. Bienvenue bien sûr. dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix ce soir, c'est Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Cher Philippe, bonjour. Parmi toutes ces contestations, ces remontrances, il y a... Je tente de survivre. Voilà, c'est ça. Il y a des... Vous y arrivez. Attendez la fête. On rigole, mais en tout cas, c'est bien contraignant tout ça. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Mais ça va, je vous dis, j'adore les tracteurs et ce matin ils étaient bien rangés, c'était plein beau. des invalides. Mais c'était beau. C'était formidable. Ah là là, moi j'adore ça, les tracteurs Voilà. à Paris. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique et toujours de bleu vêtu. Oui. Voilà, magnifique. Bonjour. Tel un gendarme. Vous êtes un peu gendarme. Ouais, c'est un peu le gendarme. C'est-à-dire que vous voulez me faire concurrence, c'est ça, Olivier d'Artigol? Oui, mais vous êtes Qui a avez les un grade plus élevé. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes gendarme, Olivier? Non, il gendarmette. Ah d'accord, il cache bien son jeu. C'est un tout petit. Qu'est-ce qui vous permet de dire Qu'est-ce qui vous permet de dire que Non, vous avez raison, Olivier. Et notre vraie voix auditeur aujourd'hui qui est avec nous, il s'appelle Alexandre, il nous appelle de Lyon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bonjour Alexandre. Comment ça va Alexandre? Bah écoutez, ça va. Ouais. Vous faites Il fait beau aujourd'hui, donc... Vous faites un si joli métier, mon cher Alexandre. Oui, est-ce que vous connaissez... osez vous moquer Non, bah, de mon humble travail. non, mais Oui, écoutez, est-ce c'est un que c'est métier qu'on notre adore. genre? Est-ce que c'est notre genre de se moquer des... Oui. Mais, allez, dites ce que vous faites, Alexandre.
Je suis inspecteur principal des finances publiques. Voilà. Aude, est-ce qu'on peut raccrocher, s'il te plaît? On raccroche, on en prend Mais un arrêtez, autre. c'est la seule chose qui marche dans notre pays. Dans quel département? Bon, on vous donnera le numéro des comptes en Suisse de Dartigol, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on J'ai balance beaucoup tout. de respect pour cette profession. Bah oui, ça m'aurait étonné. Oui, c'est la seule chose qui marche. Philippe Bilger aussi. Philippe moi, Bilger. j'adore. Ah ouais, je Faut comprends. faire rentrer l'argent. Aller dans les services des Bien impôts, sûr. on est sûr d'être accueilli de manière très correcte. Oui. Alors j'aimerais que la justice Oui. soit aussi aimable. Alors Et Alexandre, pour on avait rappeler quand même, commencé il faut- avec la musique du dîner de con. On ne vous a absolument pas comparé C'est à pas Daniel nous. Prévost dans ce film. Il n'y C'est a pas pas de nous. problème. C'est Non, pas mais- nous. Ah, j'espère, je suis un Il peu faut plus jeune que lui quand même. Comment faut peut-être rappeler qu'aussi Ouais. c'est une profession qui a été touchée il y a Oui, pas quelques longtemps mois, oui. quand même. Oui, oui. Que c'est pas L'inspection tout du travail, repos non non, Non. plus. Ah bah hein. non, C'est non. vrai. Ah bah Ah, non. c'était- C'est vrai, notre collègue Non, chef je de crois que brigade a c'était été les impôts. assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Absolument. Il faudra- Voilà. Donc, C'est bien de lui rendre Oui. hommage en Hommage, tout cas. absolument. Vous le savez, mon cher ami, que nous allons devoir, vous allez devoir jouer contre l'un de nos éditorialistes aujourd'hui. Vous le savez quand même. Il paraît que je vais devoir jouer, effectivement. Aïe, 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 aïe. Alexandre, donc c'est ou Philippe Bilger contre Philippe Bilger, ou contre Olivier d'Artigol, ou contre Elisabeth Lévy. Donc voilà, ils vont se vendre. Vendez-vous, pas Françoise, Elisabeth, bah, c'est vendez-vous. toujours la même chose. Moi, je suis nul, donc faut jouer avec moi. C'est bien un tel niveau de lucidité. Voilà, ouais. Mais j'aime rigoler, alors faut aussi jouer avec moi pour ça. Ça donne envie. Olivier. Olivier d'Artigol. Contrairement à l'habitude, je n'ai pas lu les journaux aujourd'hui. donc, Là, il est en train de mentir. Ouais. Non. Bien sûr que vous avez. Ah, bien si, sûr que si, vous ça avez se voit à lu, votre bien sûr. regard. Vous venez que pour ça d'ailleurs, pour gagner à La semaine dernière a été difficile pour moi. Non, jouez pas d'Artigol. D'Artigol, il a passé sa nuit à lire les journaux. Philippe Bilger, vendez-vous. Je ne sais plus quoi dire. Ouais. Je suis désespéré, je perds trop régulièrement et je fais perdre. Quoi qu'hier, Non, j'ai vous tout de avez même eu gagné. 2 points. Oui, bien ma sûr, chère vous avez fait Cécile. déjà gagner, pas mal. Philippe. Face à Françoise de Goif, ça n'est pas rien. Ouais. Mais je ne recommande pas à notre ami de me Ouais. choisir. Voilà. Alexandre, il faudra vous faire votre propre opinion. En tout cas, vous restez avec nous jusqu'à 19h et tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, est contre les fameux Yaka Faucon. Oui. Je refuse de faire mon réquisitoire tant qu'Elisabeth ne m'écoute pas. Bah, vous avez bien raison. Maintenant, je vous écoute. Sans vous, je suis perdu, Oh, bah, merci, Elisabeth. Philippe. Voilà. Et j'adore vous écouter en plus. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Ça ne se voyait pas là. Non, là, j'étais, à vrai dire, j'avais complètement oublié que tout le monde autour de moi, pas seulement vous, mais, Ah non. mais me revoilà. Mais vous voyez, j'ai décidé d'être moins aimable qu'à l'ordinaire. Au contraire, je considère Ce qui est difficile. Ça, au contraire, je considère Mais- ça comme un grand compliment. Alors, pour répondre Au Yaka Faucon. voilà, je suis frappé de voir à quel point, pardon pour la banalité, la dénonciation est très facile. Les oppositions multiplient les dénonciations, le pouvoir aussi dans l'autre sens, mais les propositions fondées sur Ignacal Faucon ne sont jamais suffisamment précises pour qu'on puisse leur donner une ombre de justification. Alors moi-même, je suis le premier, j'adore requérir, démontrer, dénoncer, pourfendre, battre en brèche. Pardon de vous apprendre des mots, mon cher Philippe, mais... C'est battre que vous lui avez appris. C'est une émission difficile. Voilà, et en réalité, le Ignaca Faucon est au fond de tout discours politique français, et notamment, ma chère Cécile, je sais que nous serons d'accord, notamment dans celui d'un ministre que nous connaissons tous les Absolument. deux, Marc Fesneau. Donc, Ignaca Faucon, il faut radicalement récuser cette facilité de l'opposition et de la proposition et obliger ceux qui critiquent le pouvoir À s'engager. à offrir une alternative plausible et crédible. Elisabeth Lévy qui vient d'apprendre plein de mots. Ouais, plein de mots. Non mais Elisabeth les Non, mais connaît. je suis pas tout à fait. Alors, je suis pas complètement Ah, tant mieux, d'accord tant avec mieux. vous. Alors, peut-être en politique, effectivement, surtout dans les disons les débats à l'emporte-pièce, on a un peu
tendance, je plaide coupable aussi à le pratiquer parfois ce que vous dites. Non mais bien sûr. Mais je me rappelle que mon ami Philippe Muret avait renversé mon ami Philippe Muret, écrivain, avait renversé la formule la critique est facile et l'art est difficile. Et il disait aujourd'hui c'est tout le contraire, l'art est facile, n'importe quoi est de l'art. Mais la véritable critique est assez difficile. Et malgré tout, avant la proposition, si vous voulez, il faut quand même être en mesure de formuler une critique véritable. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une proposition alternative quand on critique. On peut, par exemple, il y a des tas de gens qui critiquent cette loi sur les retraites sans après développer sur quelle réforme ils feraient. Donc, il me semble que malgré tout, il y a aussi une noblesse de la véritable critique. Olivier d'Artigol. Êtes-vous certain, cher procureur, que l'exercice de critique, sur lequel parfois les loupes médiatiques se braquent, ces exercices sont le plus souvent accompagnés de propositions alternatives? Je prends 2 exemples en lien à l'actualité directe. Sur la réforme des retraites, des forces politiques qui critiquent cette réforme, je prends l'exemple de son financement, font des propositions alternatives de financement, mais qui malheureusement ont du mal à passer la rampe médiatique, tant le côté rugueux, le côté conflictuel du débat politique et médiatique et parlementaire fait qu'on en reste sur le fracas. On va parler des agriculteurs. Là aussi, la manière dont ça s'est passé est critiquable. Et il y avait des sources, des moyens, des chemins pour accompagner ces agriculteurs vers une transition plus douce. Et il y a là aussi des propositions alternatives. Donc il faut chaque fois vérifier que celui qui critique est véritablement à sec sur des contre-propositions. Ça peut être vrai, souvent ça ne l'est pas. Les exemples que vous donnez montrent à quel point on peut sortir du Iñaka Faucon. Oui. Je proposais une caricature tout de même là. J'en ai bien conscience. Merci pour votre excellent réquisitoire, monsieur le procureur. Merci. Et pour le cours de vocabulaire, parce que j'avais jamais entendu battre en brèche comme expression. J'ai rajouté à gracieuseté. Il nous reste encore 11 secondes pour dire des âneries. Âneries, vous connaissez, cher Philippe? Non. Parce que je n'en dis jamais. Allez, dans un instant, on revient. Le grand débat du jour, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter et nous appeler 0826 300 300. On revient sur ces profits records, vous savez, de Total Energy. A-t-on un problème avec l'argent en France? Est-ce que vous pensez que les Français détestent les riches? Est-ce que la haine des riches est constante en France? 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite dans un instant. Félix Mathieu avec les 3 actus du jour. Les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours de 17h à 19h avec nos éditorialistes. Philippe Bilger est avec nous. Ça va mon Philippe? En pleine forme. Vous savez si j'ose dire, avant de parler, je dis toujours ça et puis après je suis contredit et, voilà, et je ne sais plus après on est déçus. On est déçus. Merci. Je me demande si vous faisiez des blagues quand vous étiez avocat général. Ouais. Ah non. Non. Mais en dehors, je vous raconterai une chose épouvantable que je ne cesse de regretter. J'avais fait un pari stupide en plus de 20 ans, mais ce serait trop long. Non, on va en parler, on aura un petit peu de temps. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique, et Elisabeth Lévy est avec nous. On est ravis de la voir. Ça va Elisabeth? Super. Vous êtes contente? Causeur se porte bien? Oui, pas assez. Il n'y a pas assez d'acheteurs, mais comme tout le monde dans la presse. Voilà. Et le papier est trop cher. Et ben voilà. Dans un instant, le grand débat, on reviendra sur les profits records de Total Energy. Ça fait grincer des dents, plus que ça même. On se demande dans notre question du jour si finalement il y a une haine des riches. Est-ce qu'on déteste les riches en France? Est-ce qu'on a un problème avec l'argent? 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Aude vous attend. En attendant, c'est avec Félix Mathieu. C'est l'actu en 3 mots. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Les mots sont ristourne, cohérence et gitan. Une nouvelle ristourne de Total. Chiche, lance le porte-parole du gouvernement après ses annonces de profits records. Cohérence chez LR. Les partisans de la ligne officielle haussent le ton pour la réforme des retraites. Ils accusent de démagogie ceux qui s'y opposent. Et puis la France insoumise transforme l'Assemblée nationale en camp de gitans. Une association de gens du voyage porte plainte après cette phrase du président de l'UDI. Les vraies voix Sud Radio.
19 milliards et demi d'euros de bénéfices dans le monde l'année dernière pour Total Energy. Le chiffre record sème le trouble sur fond de hausse des prix à la pompe. On y revient dans un quart d'heure avec le grand débat. L'immense majorité de ces bénéfices ont été réalisés à l'étranger, répond le PDG de la multinationale française dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Patrick Pouyanné le rappelle aussi, Total a déjà mis en place une ristourne en France. Si le litre de gasoil dépassait les 2 euros, alors Total Energy pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe, promet-il. Et ça, eh bien, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a saisi la balle au bond. Total avait mis en place une ristourne à la pompe pour les Français, vous le savez, il y a quelques mois, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement, considérant les chiffres qu'il a réalisés, y compris en France. Eh bien, nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce de Total, c'est-à-dire que nous souhaitons évidemment qu'une ristourne, tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français. Olivier Véran qui a aussi rappelé ces chiffres donnés par le PDG de Total Energy dans le Parisien. Pour la France, le groupe annonce engranger 350 millions d'euros de bénéfices, dont 200 millions reversés sous forme de taxes et d'impôts. Ce serait une bonne nouvelle côté pompe, Philippe Bilger. Après, Oui, c'est que pour le gasoil. C'est que le gasoil. Il y a quelque chose tout de même un petit peu de sadique dans la manière dont on expose cette accumulation de milliards, comme si ces grands patrons mettaient ces milliards dans leur poche. Mais je ne voudrais pas aller plus loin dans la dénonciation, Cécile, Philippe, puisqu'on parlera de ça plus tard. Je vais aller un peu plus loin, moi, dans la dénonciation. C'est surprenant. Sur les 80 milliards de dividendes versés en 2022 par le CAC 40, les 3 quarts sont allés dans la poche, non pas des 10% les plus riches, non pas des 1% les plus riches, mais des 0,1% les plus riches. À un tel niveau de concentration des richesses, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Elisabeth Lévy. Vous avez 2 heures. Alors, non mais je pense qu'il y a des arguments dans les deux sens. Maintenant, je voudrais dire 2 choses. Je pense à un livre de Jean-Claude Michéa qui critique, un livre très intéressant de critique du libéralisme, notamment économique, et qui s'appelle L'Empire du moindre mal. Eh bien, le moindre mal, c'est toujours mieux que le mal. Et je pense que tous les méfaits, si vous voulez, les excès du capitalisme, si vous voulez, me semblent de toute façon préférables à ceux des systèmes. Oui, donc c'est la fin de l'histoire. Comment ? Voilà. Non mais ça paraît important de le dire parce que pour l'instant l'alternative n'est pas. Et l'autre chose, c'est que j'ai lu un interview très intéressant, un entretien, pardon, très intéressant dans l'Express d'un sociologue dont le titre était « La France est le premier pays pour la jalousie sociale ». Et il y a en France un ressentiment, c'est-à-dire que ce que veulent les... Il y a quelque chose que j'appelle le syndrome de l'assiette du voisin. C'est pas, si vous voulez, le fait que vous voudriez éventuellement avoir plus, avoir mieux, etc. C'est surtout qu'il ne faut pas que l'autre ait plus que vous. Ouais. Et ça, c'est détestable. On va en parler dans quelques instants. Et puis on termine avec... le ton monte chez les LR contre ceux qui ne veulent pas voter la réforme des retraites. Et oui, peut-on s'y opposer quand on a soi-même proposé de repousser l'âge légal à 65 ans ou d'augmenter les annuités au-delà de ce que propose aujourd'hui le gouvernement ? Question de cohérence, de crédibilité. Les ténors de LR haussent le ton, de Gérard Larcher à Rachida Dati, de Bruno Retailleau à Jean-François Copé, pour qui c'est l'ADN de la droite de gouvernement que de réformer les retraites. Dans leur viseur, notamment Aurélien Pradier, le vice-président d'LR et député du Lot, qui n'était pas sûr de voter la réforme, mais il devrait bien finir par rentrer dans le rang, assure le patron des Républicains sur Sud Radio, Éric Ciotti, invité ce midi de Jean-Jacques Bourdin. Il votera cette réforme. Il votera la réforme. C'est un défi pour moi que tout le monde soit dans l'esprit de cohérence. J'ai encore discuté avec Aurélien Pradier quasiment cette nuit. Nous étions en séance de nuit jusqu'à minuit à l'Assemblée, jusqu'au terme des débats. Vous en avez parlé. Voilà, j'entends sa position. Moi, je lui dis simplement, nous sommes de droite, nous sommes cohérents, nous sommes responsables. Une réforme, elle doit aboutir à un gain aussi budgétaire. Malheureusement, je dirais, pour sauver le système. Le président d'LR et député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de règlement de compte interne au parti. Du côté de la France insoumise, Adrien Quatennens a été hué hier soir pour sa première prise de parole depuis son retour. Des écologistes ont même quitté l'hémicycle. Et même son camarade insoumis, François Ruffin, n'a pas caché tout à l'heure son peu d'enthousiasme quant à ce retour en pleine bataille des retraites. J'étais contre au départ une démission forcée, mais je suis
contre un retour forcé, et je pense que une année sabbatique, le temps de digérer les événements, de digérer le jugement, serait fait du bien à tout le monde. Vous voyez le point de crispation que oui, c'est je vois devenu. le point de crispation, c'est pour ça que je dis chez que vous et au sein de la gauche aussi. Et je pense que c'est pour ça que ça n'est pas le bon moment. C'est de nature à diviser dans un moment où on a besoin d'être tous unis. Le député insoumis de la Somme, François Ruffin, qui était invité chez nos confrères de France Info. Réaction rapide, Elisabeth Lévy. Je vais en parler, c'est mon tour de table un peu tout à l'heure, toutes ces affaires, mais écoutez, je trouve que j'en ai assez qu'on parle d'Adrien Quatennens. A été condamné pour un geste malheureux qui ne fait pas de lui un tabasseur terrible. Il a eu un geste malheureux qu'il a regretté, il a été condamné. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup le jour même où un rapport nous indique qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de femmes excisées dans notre pays. J'aimerais mieux entendre les féministes là-dessus. Ouais. Olivier d'Artigol. Depuis le début, je pense que sur le plan politique, Adrien Quatennens aurait dû se représenter devant le suffrage universel. Ouais. Philippe Bilger, rapidement. Moi, je suis tout à fait favorable à son retour. J'ai trouvé la bronca contre lui aussi grotesque que celle contre Dussopt. Et puis les applaudissements étaient peut-être bons. Voilà. Et puis on termine avec cette petite phrase qui a bien du mal à passer. Oui, petite phrase prononcée sur Radio J par un responsable centriste, le sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI Hervé Marseille. L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Je veux dire, c'est quand on voit ces invectives permanentes. Dû à racisme, ont réagi les écologistes Sandrine Rousseau et Mélanie Vogel. Quant à l'Association nationale des gens du voyage citoyen, elle annonce déposer plainte. De son côté, Hervé Marseille dénonce une instrumentalisation de ses propos. Le patron de l'UDI reconnaît, je cite, une imprudence verbale, certes, tout en précisant n'avoir voulu blesser personne. Une imprudence verbale, c'est joli. Le problème, c'est que les Saintes Maries de la Mer, c'est pas pareil. Déjà, pour commencer, ça pèlerinage les Saintes Maries de la Mer. Maintenant, est-ce que les zadistes ont braillé quand on a dit... Qui transformait les musiques en zad. Je veux dire, il faut peut-être pas avoir le cuir aussi épais pour des expressions. Si vous voulez, c'est pas distingué, c'est pas bien, mais je crois pas qu'il y ait une intention raciste. Voilà. Non, mais l'association. À chaque seconde, Cécile, faire attention à ce qu'on dit. On essaye de penser, c'est déjà difficile, pour certains impossible, mais il faut maintenant, quand on parle, faire attention à tout, à la comparaison, non, mais à la métaphore. Si vous faites le lien avec ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, où il y a des insultes, où il y a des menaces, où il y a des et de faire le lien avec le camp de gitans, je comprends qu'ils se disent non, nous on est, mais par exemple, quand on parle de mère juive, je dois m'énerver. Je peux comprendre. Si on parle de mère abusive et qu'on dit oh là là, elle va faire sa mère juive, je vais m'énerver. Non, je vais pas m'énerver parce que d'abord les. Mais non, vous, Elisabeth, vous êtes au comble de l'excitation à chaque fois. Une pensée pour Daniel Guichard, ce gitan que tu ne connais pas. Pourquoi il avait une mère juive. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant dans le grand débat. On va revenir sur Total Energy qui a annoncé donc des profits records. Aujourd'hui, on sent que la bronca monte. Ça énerve tout le monde, ça agace tout le monde. Et c'est la question du jour. Est-ce que nous, Français, on a un problème avec l'argent? Est-ce qu'on déteste les riches à ce point-là qu'à chaque fois que quelqu'un qui gagne de l'argent, bam, on l'emballe? 0826 300 300. Venez réagir à cette question un peu cash. Je vous l'accorde. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec une belle bande aujourd'hui de 3 petits points. Philippe Bilger est avec nous. Mais vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous n'avez pas dit fait. Moi, j'ai une bande de génie. Moi, voilà, c'est ça, du génie. Ben voilà, cette bande de génie. Voilà. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Et... Vous faites les faits, en tout cas. Et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ah oui, alors oui, j'ai l'esprit de l'escalier. J'ai quand même oublié de vous donner un des meilleurs arguments de vente de Causeur. C'est que depuis ce mois, il y a souvent des papiers de Philippe Bilger, excellent. Mais il y a depuis ce mois une chronique de mon cher ami Olivier d'Artigol qui s'appelle Coup de rouge. Un bon coup de rouge tous les mois. C'est bien. Ça va swinguer. J'ai déjà eu des retours. Voilà. Et c'est une bataille amicale. Voilà, très bien. Genre, bing. D'accord. Voilà. Donc il écrit en buvant. On le savait bien de toute façon. C'est ça. Allez, on tout de suite. savait pas s'il écrivait. Le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La pression est sans doute très forte sur les épaules de la direction de Total Energy. Depuis le début de la guerre en Ukraine, alors même que de nombreux ménages comptent chaque centime, de grands groupes engrangent d'immenses bénéfices. Il y a en effet des bénéfices indus qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. La bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Tout le monde convoite le tas d'or de Total Energy. J'appelle toutes les entreprises à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Les salariés qui voudraient être augmentés, les députés qui voudraient taxer les super profits. Mais je sais une dernière chose, taxer plus en France, c'est produire moins en France. Profit record, a-t-on un problème avec l'argent en France? Pour l'instant, vous dites oui à 79% sur notre compte Twitter. Des profits records de Total Energy, du jamais vu dans l'histoire du groupe. De nombreuses associations, forcément, jugent ces bénéfices indécents, réclament que ces multinationales soient davantage taxées, Philippe. Oui, est-ce que les Français ont un problème avec l'argent? On pourrait le croire, souvenez-vous d'un ancien président de la République, bon il l'était pas encore, qui n'aimait pas les riches à 4000 € par mois, François Hollande. Quand un grand sportif signe un contrat mirobolant en France, ça fait scandale. Dans d'autres pays, on dit tant mieux pour lui. Est-ce que finalement les Français n'aiment pas la réussite, n'aiment pas l'argent? Ou alors vous êtes outrés par les résultats, les bénéfices de Total? On vous attend au 0826 300 300. Et on va en parler dans quelques instants avec Nicolas Lecossin qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, un think tank libéral et européen, et auteur de ces livres, au moins c'est clair. À quoi servent les riches, aux éditions de Lattès, et Au secours, ils veulent la peau du capitalisme, aux éditions First. Vous restez avec nous. Philippe Bilger, forcément sur cette haine du riche. Alors, Cécile, Philippe, 3 idées très rapides, réellement. La première, et Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, et elle n'est pas fulgurante d'originalité, c'est le fait que les Français, profondément, rêvent d'une égalité absolue et ils détestent la liberté. C'est le premier point, et c'est pour cela probablement qu'il y a une haine des riches. Deuxième élément, est-ce que vous ne trouvez pas que les Français ont du mal à admettre une évidence, c'est que ces milliardaires, ces riches qu'ils dénigrent, ont des qualités dans l'entreprise relativement exceptionnelles pour avoir pu accumuler tant de milliards pour être sommaire. Et troisième élément, et là, tout à l'heure, je vous écouterai avec beaucoup d'attention, on peut comprendre le sentiment qu'une masse de gens modestes éprouve face à un amas de milliardaires, même tout à fait exemplaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir de manière démocratique un équilibre pour combler ce gouffre? Vous pouvez qu'on réponde tout de suite, on fera un tour de table après puisque la question est posée. Ah ouais, vaste question, je réponds à tout ça dans mon livre, donc il faut beaucoup de temps. En fait, il y a effectivement une haine des riches, enfin une détestation des riches en France que je n'ai pas trouvé ailleurs dans d'autres pays. Je parle bien sûr d'autres pays riches et démocratiques comme le nôtre, et un mépris pour la réussite, ce qui est, je dirais, encore plus grave. Parce que les riches d'aujourd'hui, et c'est un point très important sur lequel j'insiste, ne sont pas les riches d'hier. Les riches d'hier des siècles passés, des nobles, des héritiers, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont en leur très très grande majorité des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui ont réussi. Oui, ce ne sont plus des héritages, des transmissions, c'est ça que vous voulez dire. Très très peu, et encore plus aux États-Unis qu'en France. Et là, on a des données tout à fait exactes. Ce sont des gens d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont partis de rien. Il y a même des SDF qui sont devenus des multimillionnaires aux États-Unis, des milliardaires, des belles histoires qu'on voit dans les films, et qui sont réelles aussi. Donc ça, c'est un point très important. Et enfin, le troisième point, c'est que au lieu d'être fiers de nos riches, qu'il s'agisse de M. Arnaud ou d'autres, je ne le connais pas personnellement, on les déteste, on les critique. Pour moi, c'est une fierté nationale. Oui. Il y a des travaux d'économistes qui ont montré le poids colossal du patrimoine dans l'élaboration des richesses aujourd'hui, Piketty et d'autres. Première chose. Deuxième chose, oui, c'est vrai, il y a une passion française pour l'égalité. Je ne parlerai pas de détestation des riches,
Mais l'évolution du capitalisme financier, mondialisé, court-termiste, fait qu'il y a aujourd'hui un vrai débat public sur la répartition de la valeur ajoutée entre travail et capital. C'est un débat très noble d'ailleurs. Moi je trouve très positif que des entreprises fassent des bénéfices et des profits. Il est normal que les actionnaires soient rémunérés. Mais il y a aujourd'hui dans notre pays où le salaire médian est à 1800 € net, ce qui veut dire qu'une personne sur deux a moins, une distorsion aujourd'hui dans la répartition des richesses produites qui pose un problème pour notre société tout entière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes face à l'orgie de dividendes qu'on peut lire à la une des journaux qui se disent mais ça dysfonctionne quand même. Oui, mais il faudrait. On nous avait dit que la main invisible allait tout régler, allait réguler. Et surtout, nous sortons du Covid, de la crise d'inflation. Et ces éléments donnés par les entreprises aujourd'hui, c'est quand même sur la crise énergétique que ces profits faramineux sont construits. Olivier d'Artigol, il y a aussi les profits. Il n'y a pas que les Total aujourd'hui. Mais en l'occurrence, il y a les banques, on pense à BNP, c'est 10 milliards. Il y a les autoroutes, etc. Il n'y a pas que Total. Avant de donner la parole à Elisabeth Lévy, 0826 300 300, dites-nous si vous avez une haine des riches, dites-nous si vous avez un problème avec l'argent, qu'on gagne de l'argent en France, si vous êtes contre, si au contraire vous soutenez les entreprises, 0826 300 300. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit, mon cher Philippe, David, c'est que quand c'est un footballeur, personne ne s'énerve. Et ça, je suis navré de vous dire qu'il y a une acceptation si vous voulez, pour ce genre de personnage. Là, tout le monde trouve ça normal. Tandis que quand c'est un patron d'entreprise qui, à mon avis, est quand même peut-être socialement, disons, au moins aussi utile que Kylian Mbappé, pardonnez-moi, et je suis prudente. Ça dépend dans quel moment. Donc là, si vous voulez, on s'énerve. Donc déjà, je trouve qu'il y a cette sorte de poids de mesure. Deuxièmement, j'ai été frappé, si vous voulez, parce que par cette idée d'un monde sans riches. Ce que nous voudrions tous, je crois, autour de cette table, c'est un monde sans pauvres. Oui, c'est ça. Mais un monde sans riches, si vous voulez, comme si ça nous empêchait de dormir. Et quand je suis pas d'accord avec toi sur l'égalité, parce que si c'était l'égalité, c'est une belle chose. Mais là, on est dans une sorte de nivellement et c'est ce que le Spinoza et d'autres d'ailleurs, même Stendhal, qui était pourtant pro-révolution française, appelait les passions tristes. Pardon, l'envie, la jalousie et la haine impuissante. Et je donne juste un chiffre. En 1820, 90% de la population mondiale était en situation de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 10%. D'accord ? Alors, c'est certainement, il y a beaucoup de progrès à réaliser, mais il y a peut-être aussi des acquis du capitalisme. 0826 300 300, Alexandre est avec nous. Réaction d'Alexandre sur cette question ? Oui, Alexandre. Ah, bah écoutez, moi, effectivement, je vois des gens tous les jours qui ont du mal déjà à dire combien ils gagnent par mois. C'est compliqué. Et quand vous dites vous-même combien vous gagnez, eh bien, on dirait que c'est un gros mot, que vous vous vantez. Je me souviendrai de quand j'étais adjoint à un chef de service et les agents ils disaient ah mais toi tu gagnes bien plus. J'ai dit mais tu penses que je gagne combien? Ah bah je sais pas, 5000 €. Bah, j'ai dit bah écoute, j'ai tendu ma fiche de paie. Et là subitement quand vous faites ça après il s'est vanté, voilà. C'est vrai qu'il y a c'est vrai que c'est un souci, Alexandre. Philippe Bilger. Tout à l'heure, j'avais terminé ma première intervention. Vous ne m'avez pas proposé la solution qui serait la vôtre pour combler le gouffre entre ceux qui possèdent beaucoup et ceux qui n'ont pas beaucoup. Il faut qu'on devienne tous riches, de plus en plus riches. En fait, c'est ça, c'est ça la solution. Moi, j'aime pas le terme de l'expression de justice sociale, parce que quand on dit justice sociale, ça veut dire que l'autre a volé. Le plus riche, non, il n'a pas volé. Il s'est enrichi parce qu'il a créé des emplois, parce qu'il a créé des richesses. Attention, je mets de côté des pays comme la Russie, les oligarques russes ou chinois ou autres. Je parle de nos pays riches et démocratiques. Nicolas, je voudrais vous citer une phrase d'Orwell, parce que je suis vraiment partagé entre tous vos arguments. Orwell dit qu'au-delà d'un certain niveau d'écart
de revenus, de patrimoine, de niveau de vie. On vit plus dans le même monde. Et c'est ça peut-être le problème aujourd'hui, c'est ce sentiment, si vous voulez, que on vit dans des mondes qui n'ont strictement rien à voir, qui ne sont plus le même monde, le même langage. Il n'y a jamais aussi peu d'écart entre les riches et les pauvres. Mais comment vous pouvez dire oui, on les connaît. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nicolas du cardinal de Richelieu, c'était les 3 quarts de la France. Donc c'est l'équivalent. C'est Jacques Marseille qui avait fait les calculs. Nicolas Le Cossin, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les syndicats? Est-ce que les syndicats sont aussi responsables de cette... attention, Olivier d'Artigol, on vous entend. Est-ce que les syndicats sont responsables aussi de cette mauvaise image des entreprises? Oui, tout à fait, bien sûr. En plus, ils profitent de l'argent qui est redistribué par Total en bloquant les centrales, les dépôts de carburant, alors qu'ils sont bien payés, ils sont bien rémunérés. Ce sont des syndicats gauchisants qui bloquent le pays, qui ne respectent pas les règles de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que vous avez parlé de Total tout à l'heure. Total gagne de l'argent à l'étranger, mais ce sont les employés français qui en profitent parce qu'ils profitent de ce que l'entreprise gagne à l'extérieur. C'est pas en France que Total fait des profits. 0826 300 300 avec Manu qui nous appelle de la Cano. Bonsoir Manu. Bonsoir Manu. Bonsoir à toute l'équipe Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue. On vous écoute. Merci. Manu. Alors je voulais réagir sur les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, j'ai aucun problème à ce que les entreprises gagnent beaucoup d'argent et que les entreprises fassent beaucoup de profits. Moi, ce qui me gêne davantage, c'est qu'on n'est pas tous pareils face à l'impôt. Quand les populations françaises, elles payent en général entre 10 et 20% d'impôts par an, mais certaines grosses entreprises du CAC 40, elles jouent avec l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale en montant des holdings dans des paradis fiscaux. Et elles ne payent pas d'impôts en France, alors que le bien commun qu'on a tous ensemble, c'est financé par l'impôt. Je crois qu'il est vraiment là le gros problème. Alors, Manu, on va faire réagir Olivier d'Artigol et Nicolas Le Cossin. Vraie question. Un patron de TPE, il paye un impôt sur les sociétés en pourcentage supérieur au patron des multinationales. Et ça pose quand même question. Ce que dit Manu est tout à fait vrai, Olivier d'Artigol. Il faudrait répondre à la question de Philippe Bilger. J'ai souvenir d'Alain Menck, qu'on ne peut pas dire comme étant le penseur le plus hétérodoxe par rapport au libéralisme et à la phase actuelle du capitalisme. Le fils de communiste. Qui avait dit il faut quand même se calmer. Le capitalisme est rentré dans une phase qui peut nous amener à l'abîme de mémoire. Biden aux États-Unis très récemment vient de dire aux majors pétrolières bon, il faut quand même réfléchir à la situation. Vous avez aujourd'hui dans la pensée des libéraux de nombreuses voix qui s'élèvent pour dire nous sommes réellement, factuellement face à un problème. Et le fait que vous puissiez dire qu'il n'y a pas d'injustice et d'inégalité, les personnes qui vivent ce monde, qui l'observent, qui le voient évoluer, se disent que les inégalités ne cessent de se creuser. Et je reprends l'idée d'Elisabeth Lévy, à partir de quel moment on vit dans la même société avec de telles distorsions ? Certains se sont mis en sécession. Sécession par l'évasion fiscale, parfois par l'optimisation. J'ai souvenir que des cabinets fiscalistes disaient « mais si vous gagnez plus de temps, vous êtes bien bête de payer l'impôt, je vais vous expliquer comment y échapper. » Est-ce que c'est normal? Elisabeth Lévy et Nicolas Le Cossin. C'est vrai que l'imposition des multinationales par rapport aux TPE-PME, ça pose question. Tout d'abord, si les multinationales font leur chiffre d'affaires à l'étranger, c'est normal qu'ils soient imposés plus à l'étranger. C'est le cas de Total d'ailleurs. Deuxièmement, les 10% des plus riches payent 70% des impôts en France sont payés. 70% des impôts en France sont payés par les 10% les plus riches. Ce sont les chiffres de Bercy. Donc c'est faux de dire que les riches ne payent pas d'impôts. Ça, c'est complètement faux. S'ils ne payent pas d'impôts, ils ne partiraient pas ailleurs pour investir ailleurs. Vous êtes d'accord quand même que dans la bataille entre les États et les multinationales ou les grandes sociétés, la bataille fiscale, la bataille pour recouvrer l'impôt, si vous voulez, il y a quand même, les États ont perdu beaucoup de terrain. Ça, il faut quand même le dire. Vous voulez, on a quand même un problème avec des acteurs non étatiques qui ont aujourd'hui un pouvoir exorbitant. Allez, Philippe, il y a des individus et puis des multinationales, effectivement, qui peuvent s'installer ailleurs. Si on tape aujourd'hui sur Total, si on tape aujourd'hui sur Total, il ne faut pas s'étonner si demain ils vont ailleurs. Non, mais je ne parle pas de Total. Je vous dis simplement que dans cette bataille... Philippe Bilger, on n'a plus beaucoup de temps. Pour que je comprenne bien votre point de vue. Est-ce que vous êtes un citoyen comme moi qui trouve que les riches sont nécessaires à la société, ou est-ce que vous avez une philosophie de libéralisme
absolu qui vous conduit à minimiser toutes les disparités sociales. Vous avez 15 secondes. Les riches sont absolument nécessaires à la société. Si on regarde le nombre d'emplois qu'ils ont créés, je donne des détails et j'invite les auditeurs à lire ou nos articles sur le site de l'IREF ou mes livres, les riches se créent des millions d'emplois. C'est évident. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut les prendre. Les premiers riches en France, c'est 800 000 emplois. Merci beaucoup Nicolas Lecossin, directeur de Merci l'Institut des recherches économiques et fiscales. Et puis à quoi servent les riches aux éditions JC Lattès et Au secours, ils veulent la peau du capitalisme aux éditions Furth. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs Alexandre et Manu de nous avoir appelés. Continuez d'appeler 0826 300 300. On revient dans un instant puisque dans quelques instants le quiz de l'actu et là ça va saigner. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Elisabeth Lévy. Il y a de la fraternité dans cette émission, à part au quiz de l'actu. Alors là, c'est chacun On va revenir sur Brassens, c'est le marché de Brive-la-Gaillarde. Là où tout le monde se tape dessus. C'est chacun pour soi. Et ça peut être psychologiquement violent. C'est ça. Je vous rappelle qu'au marché de Brive-la-Gaillarde, ce ne sont pas des humains qui se tapent. Oui, parfois, quand on vous écoute, ce ne sont pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Parce qu'à la fin, celui qui se fait, c'est le juge. Voilà. En tout cas, Alexandre est avec nous. Alexandre, vous êtes là. C'est le gorille. Tout à fait, je suis là. C'est pas la même chanson. Les enfants. Alexandre est là. Alexandre, donc vous avez le choix entre choisir Philippe Bilger. J'ai choisi. Et qui? Il rigole, c'est pas bon signe. Une femme, Elisabeth Lévy. Bravo Alexandre. Et donc Alexandre, vous allez pouvoir aller contrôler. Elle a la défaite. Voilà. Vous aurez le droit de contrôler, bien sûr, Elisabeth Lévy, ses fonds propres et privés, bien entendu. Et vous jouez donc avec Olivier d'Artigol et vous jouez aussi avec Philippe Bilger. Vous êtes prêts? On y va? Allez, on y va. C'est une question Kikadi, mon cher Alexandre. Kikadi. En 2 ans, on peut développer le titre unique de transport pour toute la France. Anne Hidalgo? Non. Valérie Pécresse? Non. C'est un homme. Comment? Pépi? Non. Non. Je sais pas. François Hollande? Non. Vous avez dit qui? Clément Beaune. Bonne réponse de Philippe Bilger. C'est très étonnant que ce soit le ministre des Transports qui ait dit ça finalement. Vraiment, Philippe. Donc je suis content d'avoir apporté 2 points. Mais voyez Philippe, voilà. À notre ami qui... Alexandre. Lequel je ne m'étais pas présenté sous un jour très favorable. Voilà. Donc vous pouvez rayer son nom de la liste, mon cher Alexandre. Allez, comme on est mercredi, question cinéma. On vous entend plus d'Artigol, hein, c'est marrant. Quel film à grand succès, dont on fête le 25e anniversaire, ressort aujourd'hui en salle, en version restaurée en 4K et 3D? Titanic. Bonne réponse. Mais on peut répondre. On peut répondre. Bah oui, bien sûr. Mais nous, Enfin, on est avec... Non, mais on peut répondre quand Philippe Bilger nous laisse en placer une. Là, on a le droit. Là, vous avez le droit. Donc ça fait 4 points. Elisabeth s'est menée 4-0 là. Oui, d'accord. Merci de le rappeler. Je sens que c'est du sexisme. Et que je sens. Ma chère François, ma chère Elisabeth, je crois qu'on est à la limite de la déculottée. Mais bon, on n'y est pas encore. Allez, c'est une question. J'allais vraiment répondre à une bêtise. Oui, mais je sais. C'est de nouveau une question Kikadi. On aime bien les questions Kikadi. Et Kikadi. Et si la majorité persiste dans cette faute démocratique, elle le paiera. Ce n'est pas une menace. Mélenchon. C'est un avertissement collectif. C'est pas Mélenchon. Non. Ruffin. Non. C'est un nupiste. Non. Aidez-nous. Non, pas nupiste. Non. C'est pas un nupiste. C'est Alexandre. Oui, bonne réponse. Laurent Berger. Laurent Berger. Notre ami Alexandre l'a dit avec un quart de seconde de retard, mais comme il est dans la même équipe qu'Olivier. Vous voyez, Alexandre, vous avez eu raison de le choisir. Pour l'instant, c'est une réussite. Là, oui, là, 6-0, ça fait mal. Ouais, c'est humiliant, c'est presque humiliant. Oui, il faut que je vous souffle la réponse suivante, Elisabeth Lévy. Allez, une question politique. Quelle personnalité politique s'est dite prête à rempiler à la fin de son mandat? Biden. Bonne réponse.
Non mais celle-là, je le savais, je viens même de lui montrer l'article dans le Figaro. Ah bah voilà. Il a répondu à une question sur 2000, il est content. Ouais. On n'est pas obligé d'approuver la décision. Mais il est déjà un peu vieux quand même, Joe Biden. Il a 80 ans. Bon. Non mais voilà. c'est pas le problème de l'âge, c'est que des fois il a des c'est pour ça absences, qu'on veut nous me semble-t-il. prolonger. C'est pour ça qu'on veut nous prolonger notre départ à la retraite, parce qu'il y a des gens comme ça qui travaillent. Ça donne des perspectives. Voilà. On est à 8-0 là. 8-0. Mais il reste une question. Allez. Qui a dit? Non, on joue le Fanny. On joue le Fanny. Allez, on joue. C'est une question qui. On part aux Allez, États-Unis. allez, tiens, on Cécile. est au qui tout double. Allez. Qui tout double. Non, on est une question basket. Oh non. Ah oui, Je l'ai. c'est lui. C'est lui, bien sûr que Ah c'est mais lui. c'est le... James LeBron. Voilà. LeBron James. Et ben Le voilà. recordman des points Je- NBA. On l'avait, ma chère Cécile, avec Non, mais en Olivier. Je n'ai même pas posé la question. même notre Nous ami avions l'avait. la réponse. Mais Et bien entendu, c'est horrible, Alexandre c'est l'avait qu'on aussi. en a parlé tout à l'heure dans l'émission, nous étions Je ensemble, demande Olivier les et soins, moi. les premiers secours pour Elisabeth Lévy, les soins intubés, ventilés. Là. Alexandre, remise fiscale pour l'ensemble des vraies voix. Alexandre. On a droit à une petite remise fiscale là pour l'ensemble des vraies voix. Vous gagnez 10 une 0 remise grand chelem. fiscale, bah, je crois Une niche, qu'il une va petite falloir niche. voir ça directement avec le ministre, je suis pas sûr. Ce serait bien, Cécile, Oui. d'avoir de belles questions comme ça demain soir. Oui, oui. Eh ben, écoutez, je vais Parce le faire. que Ouais, Françoise de Goire. ouais, ça va être compliqué. Hein. Il anticipe toujours le Il a François peur de Debrun. Françoise de Goire. On sait pas ce que Mais c'est. au quiz, elle est redoutable. Alexandre, vous restez avec nous, vous réfléchissez à notre petite niche fiscale pour les vraies voix. Mais il y en a déjà une pour les journalistes, il me semble. Bah, on n'est pas journaliste. On n'est pas journaliste. Voilà, Ah. ça se saurait, hein. Bah, ça a 100 ans qu'on n'est pas journaliste quand même. Hein. Alors Vous moi, je savez. suis journaliste et Allez. je dirais que c'est une misérable niche. Eh ben, vous avez une michette, faites partager. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. 0826 300 300 avec le coup de gueule de Philippe David sur Total Énergie, mais c'est une autre clé dentée. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nous. Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol, Elisabeth Lévy. Dans un instant, c'est le coup de gueule de Philippe David. On va revenir aussi sur le coup de projecteur sur ces agriculteurs qui manifestaient aujourd'hui à Paris, sur les contraintes écologiques et réglementaires. Est-ce qu'on a envie de tuer finalement nos agriculteurs? Est-ce qu'à un moment donné, à force de les punir, de les empêcher d'eux, est-ce que finalement cette filière ne va pas disparaître? 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Philippe Bilger, Comme on petite parlait anecdote. de Bève, ma chère Cécile, On parlait de il y a Bèze. on Ah oui, de la parlait ville. Bève. De la ville de Il y a Bèze. une anecdote qui traîne depuis des années Oui. dans l'histoire judiciaire, très vite. Oui. Il y avait un magistrat qui s'appelait Monsieur Bèze, il arrive à la chancellerie. On annonce Monsieur Bèze et quelqu'un dit qu'il entre et c'est terminé. Voilà. C'est une jolie Pardon anecdote. d'avoir fait retarder. Oh, pas du tout. Ah non, on peut même l'annuler si vous préférez. Allez, tout de suite. Vous voulez que je me retire? Elle est très bonne. Non, là, c'était bien. Il fait une bonne vanne en 10 ans. C'est quand même énorme. Et c'était ce soir. C'est la seule fois qu'il fait de l'interrupteur. Allez, Non, tout mais de c'est suite. un festival ce soir. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le ridicule ne tue pas. Heureusement pour les personnes qui ce matin ont peinturluré en rouge et noir le siège de Total situé dans le quartier de la Défense afin de dénoncer, je cite, les projets climaticides et l'absence de justice dans les répartitions des richesses issues de ces bénéfices. Alors, quel est l'intérêt, quand on se réclame de l'écologie, d'asperger d'un produit chimique? La peinture, contenue dans du métal ou du plastique, est transportée par camion sur un bâtiment. Un acte qui va obliger des prolos, sous-payés, à travailler dans le froid, puisqu'il fait froid en ce moment à Paris, en utilisant des solvants, autres produits chimiques, contenus dans du métal et du plastique, et transportés par camion sur ce même bâtiment. Double faute écologique et mauvais comportement social pour ceux qui nettoient. On aurait préféré qu'ils donnent l'argent de la peinture et des transports pour se déplacer à des nécessiteux. Et je vais conclure avec un trait d'humour que Cécile de Ménibus m'a soufflé et je l'ai trouvé très bon. France Gall chantait... Pardon. France Gall chantait Cézanne. J'ai envie de dire Cézanne Peigne. Bravo.
belle. Vous l'avez compris, Cézanne, en 2 mots, bien entendu. Oui, bien Cézanne entendu. paye au pluriel. Oui, au pluriel. J'avais saisi, mais heureusement de l'avoir explicité. Mais vous auriez pu rajouter un imparfait du subjonctif. Vous auriez préféré qu'il peignasse. Voilà. Qu'il peignasse. Je sais plus, mais il y avait C'est peignasse. il y avait une place pour un imparfait du subjonctif dans Mais votre c'est vrai que, quitte à peinturer des bâtiments, autant que ce soit fait avec de la peinture On écologique. attend, là, Non, non, ouais, vous avez tout compris, bien sûr. Franchement, et là, je me demande, est-ce que ces malfaisants se rendent compte au moment où ils le font que c'est absurde comme vous le dites, Philippe. Je veux dire, est-ce qu'ils le font en connaissance de cause, en sachant qu'ils commettent une absurdité à tout point de vue, ou est-ce que c'est une sorte d'inconscience qui les livre à une action? Leur objectif est atteint, on en parle. Ouais, c'est un vrai mais problème. Vu comme ça, Est-ce que le message est clair, en fait? Oui, Non, ce que je veux dire, c'est que ces actions sont mises en place pour arriver dans les médias, pour faire le buzz. Elisabeth Lévy. Oui, mais c'est écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme Total, on vire tout le monde, c'est ça? Non, je dis que faut-il en parler? Oui, mais parler de quoi? De leur action. Ah oui, on en parle. Oui, mais qui veut dire quoi, leur action? C'est ça? Non, mais il a raison, ils font ça pour faire le buzz. Et nous contribuons à leur buzz. Mais faut qu'il y ait un message derrière, c'est quoi le message? Le message, c'est que Total pollue. C'est que Total, c'est mal. Oui, que Total pollue. D'accord. Donc Total pollue, donc on vire tout le monde, on est d'accord? Et on ferme la boîte. Des ânes, c'est surtout le militantisme à l'ère des réseaux sociaux, si vous voulez, et non mais c'est soi-disant écolo, quand ils enquiquinent pas, parce que vous avez parlé des prolos qui vont être obligés de venir nettoyer, moi je pense aux prolos, si vous voulez, qui sont bloqués sur l'autoroute, qui peuvent pas aller chercher leur môme à l'école, je veux dire, tout ça parce que c'est les mêmes ânes qui trouvent très malin de s'allonger par terre. Et ben voilà, vous avez encore mis le bazar avec votre coup de gueule, Philippe David. Allez tout de suite, ça fait du clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dans Top Tendance sur Twitter, Félix Mathieu, on s'en doutait un peu, c'est le mot et le nom Quatennens. Oui, le député du Nord, conspué par une partie des élus macronistes hier soir quand il a pris la parole, conspué par certaines écologistes aussi lorsqu'il s'est exprimé pour la première fois depuis son retrait pour violence conjugale. Et le compte Twitter du groupe Renaissance d'attaquer par cette publication, je cite, « L'indignité a un nom, la NUPS, l'insoumission des députés LFI a une limite, leur soutien à un député condamné pour violence conjugale ». Publication accompagnée notamment par une prise de parole d'Aurore Berger, la présidente des députés macronistes. On a des députés LFI, notamment Sophia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir, et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir, ce qui est, je crois, le summum de l'indécence d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir du moment où il a été condamné, encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire, il a été condamné. Il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on chiffre de violence conjugale, qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal. Alors, même dans le camp d'Adrien Quatennens, je vous le disais, son collègue de la Somme, François Ruffin, a marqué une distance vis-à-vis de lui. Pour autant, ce même François Ruffin, chez nos confrères de France Info, reproche à la Macronie un côté donneur de leçons sur ce sujet. Le traitement, là, il est quand même qu'il est exclu du groupe. Suspendu. Ce qui n'est pas le cas de Damien Abad. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas de pouvoir, à ma connaissance, sur Damien Abad. Donc, je redis encore une fois, il s'agit de regarder la paille. Pas seulement la paille qui est dans l'œil de voisin, mais aussi la poutre qui est dans la sienne. Je pense qu'il n'y a pas de leçon en la matière à recevoir de Renaissance. Un angle de défense très partagé par les insoumis, au point que le nom Abad figure lui aussi dans les top tendances sur Twitter. Par exemple, le compte d'une militante de relève féministe, Mathilde, rétorque à Aurore Berger, peux-tu lui faire ta part de lutte, est occupé d'abord d'Abad, de Darmanin, Aurore. Voilà ce qu'on peut lire parmi ceux qui reprochent à la Macronie ces prises de position. J'en ai ras-le-bol que les femmes soient instrumentalisées de cette façon. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Je peux plus supporter ces gens qui prétendent défendre les femmes. Mais de quoi je me mêle tout cela? Je ne peux plus entendre ça. C'est le meilleur de moi. Comme si de rien n'était, c'est absurde, il a été condamné. Deuxième élément, on ne compare pas Darmanin et Abad à la situation Quatennens.
ils ont bénéficié d'une exonération. Voilà, et on continue. Les deux, c'est ça En Turquie, l'accès à Twitter est bloqué après les critiques contre les autorités suite au séisme. Oui, critique sur la lenteur des secours, critique jugée malhonnête par le président Erdogan. Résultat, le réseau social n'est plus accessible chez plusieurs fournisseurs internet turcs. Alors que le bilan approche désormais ce terrible seuil de 12 000 morts, il semblerait bien que ce soit ces critiques sur la lenteur des secours qui rendent Twitter inopérationnel en Turquie et non pas, comme on pourrait l'imaginer, par exemple, de simples raisons techniques. Les autorités turques ont un long passif de censure d'Internet, souligne l'observatoire netsblocks.org qui travaille sur cette question de la liberté d'expression sur Internet. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Philippe Bilger, d'Elisabeth Lévy, d'Olivier d'Artigol que vous pouvez commenter 0826 300 300 et on va revenir sur cette manifestation des agriculteurs aujourd'hui à Paris, sur les contraintes qui pèsent sur la filière. Est-ce qu'on veut tuer nos agriculteurs? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas lever les sanctions et les laisser justement trouver des solutions, des alternatives? Tant qu'on n'a pas d'alternative, faut-il continuer ces sanctions? 0826 300 300, à tout de suite. Et ils sont là, ils sont beaux, ils sont tout chauds, comme des croissants. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous. Vous, avec Philippe David, bien entendu, on vous accueille un peu chez nous. La maison est ouverte. La maison est ouverte, la maison est très sympa, on y mange bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, 0826 300 300. On sera là si toutefois vous dérapez, bien entendu, mais parlons vrai. C'est l'émission à laquelle il faut assister, c'est sympathique, mais on parle de l'actu, mais on en parle vraiment. On va parler des agriculteurs dans quelques instants, ces manifestations. Est-ce qu'il faut qu'ils dénoncent forcément la hausse des coûts de production, des restrictions d'usage forcément des pesticides? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce qu'on leur avait promis une dérogation? Elle ne vient pas. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut arrêter justement ce bashing sur les agriculteurs? 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et dès qu'il y a un coup de fouet, je commence par Philippe Bilger. C'est marrant, c'est tac, Philippe Bilger, le petit coup de fouet. Absolument. Et ce petit focus ce soir, Philippe, sur l'école de la magistrature, l'école nationale de la magistrature. Là, j'ai lu ça sur Mediapart et j'ai été frappé de voir, paraît-il, un auditeur de justice qui, lors d'une soirée, avait un peu bu. Il a commis quelques agressions sexuelles qu'il a admises, c'est important. On a mis en branle des processus judiciaires et disciplinaires. Moi, je me demande pourquoi on n'a pas réglé le problème en l'expulsant. Il n'est pas concevable qu'on laisse rentrer dans une profession et au risque de faire perdre toute légitimité à celui qui a fauté, un auditeur qui a commis des agressions sexuelles aussi bénignes qu'elles soient à partir du moment où il les reconnaît. J'en ai assez de ces processus disciplinaires judiciaires qui ne sont destinés qu'à retarder la brutalité d'une décision indispensable. Ah ouais, t'as commis des trucs, là où j'ai un petit désaccord, c'est quand vous dites quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme on met dans le même sac absolument toutes sortes de choses, et je ne parle pas de vous, mais on nous parle dans le dernier rapport au comité à l'égalité sur le sexisme, si vous voulez, était considéré comme une violence sexiste, une blague sur les blondes. Oui, c'est si. Ah oui, à ce niveau, oui. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Les blagues des blondes. Justement, je pense que les qualificatifs ne suffisent plus. Il faut qu'on sache de quoi ils retournent. C'est pas la même chose de faire une blague, je sais pas, je veux dire, j'en sais rien, de faire un petit bisou sur la joue, ou de se faire appeler ma belle, par exemple, ou de dire ma belle, et de mettre une main aux fesses. Si vous voulez, c'est pas pareil. Donc, c'est sûr. Voilà, je pense que et une main aux fesses, c'est pas pareil qu'une agression, qu'un viol ou une tentative de viol. Donc il faut, voilà. Donc j'aimerais moi qu'on sache de quoi il retourne. Olivier d'Artigol. Sur toutes ces affaires, vous dormiez là? Vous dormiez là? Non, je suis intéressé par l'échange. Parce que sur toutes ces affaires, on essaye de se forger, on essaie d'évoluer, y compris dans sa propre pensée de départ. On peut penser contre soi. Je serait utile souvent. Sur quel sujet? On a une liste, on vous transmettra la liste. Regardez, Philippe. Mais Philippe, pour le cas d'espèce, ou alors il y a véritablement ce que vous dites, c'est caractérisé. Il l'a reconnu. Et donc il doit y avoir. Est-ce qu'il y a plainte?
Est-ce qu'il y a une décision de justice possible ou pas? Je suis, moi, de plus en plus inquiet sur des décisions internes. Oui. Voilà. Ah oui. On l'a vu dans le milieu politique français, d'ailleurs, les décisions internes. Voilà, c'est-à-dire un mot, Elisabeth la Lévy, réponse judiciaire est là. Non, puisque moi je vais parler aussi, je vais dire un mot, mais je vais essayer d'être très rapide puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Moi je voulais vous parler de la Ligue du LOL. De la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, l'affaire Bayou, c'est-à-dire on a déjà beaucoup parlé. Donc pour aller très vite, si vous voulez, ce sont des histoires qui, quand elles arrivent, donnent lieu à des milliers d'articles qui ne sont absolument pas informés. Je prends le cas de la Ligue du LOL. Personne dans tous les journalistes qui ont couvert cette affaire avec des grands airs indignés n'a jamais lu le moindre message échangé sur ce groupe Facebook. Jamais. Personne ne les a vus. Ça n'a pas empêché les gens de nous expliquer que c'était un boys club horrible. Il y a eu des licenciements. Il y a eu des dépressions graves. Des gens dont la vie a été foutue en l'air et dont le nom, quand on tape, ils cherchent du travail et qu'on tape sur un moteur de recherche, la première chose, c'est qu'arrive qu'ils étaient quasiment des violeurs. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'affaires de cours des récrés qui se passaient au début de Twitter où tout le monde insultait tout le monde, si vous voulez, et de filles qui voulaient des places. Eh bien, tout ça a été... Donc, au prud'homme, ils ont tous gagné, d'accord, tous les gens qui avaient été licenciés. Ensuite, il y avait une enquête ouverte, je crois que c'était par le parquet. Bref, classement sans suite. Donc cette affaire, il n'y a rien. Est-ce que vous l'avez lu dans les journaux? Non. Est-ce que vous avez vu des grands titres? Oui. Est-ce que ces gens... Non, mais est-ce qu'il y a eu des gros titres, Philippe? Non. Il y a eu... C'est sans comparaison. Et dans l'affaire Bayou, c'est exactement la même chose. Il y a eu 50 000 papiers sur les agissements supposés de Bayou. Je ne vois pas un média qui dise aujourd'hui, on tombe tous sur Sandrine Rousseau. Je n'entends pas un média qui dise, peut-être que nous n'aurions pas dû donner autant d'écho à ces accusations et à ces filles, parce qu'après on a découvert un truc horrible, c'est qu'il était sous la surveillance d'une cellule comme ça interne à Europe Écologie Les Verts. Non, c'était pire, c'était à la fois des militantes et des ex qui se montaient le bourrichon les unes les autres. Enfin, et pour rendre service, pour dézinguer Bayou chez Europe Écologie Les Verts aussi. C'était et donc un congrès, oui. Voilà. C'est ça. Et donc, si vous voulez, est-ce que moi je voudrais attirer l'attention sur le rôle des médias et dire que peut-être à un moment il faut arrêter, si vous voulez, de faire de l'audience ou de ce qu'on veut avec des accusations sans preuve. Voilà, il y en a marre de ça. On est en train d'entrer dans un monde terrible. La justice est là pour ça. Accusé d'Artigol, levez-vous. Oui, Philippe Bilger, vous vouliez réagir? Juste un mot, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a l'affaire Bayou, perversion individuelle de Sandrine Rousseau. La Ligue du LOL, je vais très vite, on ne peut pas en permanence raisonner uniquement entre une information qui doit être donnée et une abstention totale. Il y a des événements qui méritent d'être révélés, qui parfois, à ce que la réalité démontre qu'on est allé un peu vite. D'accord, mais alors il faut donner autant de place à la révélation du fait qu'on est allé assez vite. Voilà, bref. Pardon. Et vous vouliez réagir, Olivier d'Artigol, sur le fait qu'on puisse de nouveau manifester en sécurité, et c'est bien de le dire. Car depuis 2016 et la loi travail de mémoire, il était devenu très difficile d'aller manifester sans avoir la crainte, la peur du chaos, de la guérilla urbaine, des fins de manif totalement insupportables, en premier lieu pour ceux qui manifestent pour de vraies raisons sociales. Et donc depuis 2-3 manifs, ça se passe bien. Est-ce qu'on peut saluer Laurent Nunez pour ça? Oui, alors j'en venais à ce point précis. J'ai pu échanger aujourd'hui avec un syndicaliste policier qui m'a dit, mais tu sais Olivier, en fait, pourquoi? Parce que les unités qui sont mobilisées, c'est leur cœur de métier, elles savent faire. Et puis, nous avons des ordres qui nous permettent d'intervenir dès le premier signal faible, de faire en sorte que tout ça soit sous contrôle, qu'il y ait des interpellations, donc il n'y a plus ce phénomène de nasse, le fait que les casseurs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, pouvaient se mettre en place et créer le chaos pendant de longues heures. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que c'était une question politique, ce qu'on appelle la doctrine du maintien de l'ordre. J'espère que ça se passera au mieux samedi, parce que bon, la configuration de la manif est un peu différente, et c'est une très bonne nouvelle.
qu'on puisse, quel que soit ce qu'on pense de la réforme des retraites, qu'on puisse aller manifester avec nos enfants sur les épaules et dans un climat, j'ai envie de dire, qui n'est pas un climat de violence. Qui peut me prêter des enfants pour aller manifester? Je suis content qu'Olivier rende hommage au préfet Nunez parce que il est très remarquable. Il montre comment l'hostilité à l'égard du préfet l'allemand n'était pas totalement infondée. Et il ne faut pas oublier tout de même que l'action du préfet est facilitée par un syndicalisme tout de même responsable dans les manifestations. Non, je fais juste un pas de côté. Je suis d'accord. Ce qu'a dit Olivier et Philippe est intéressant et c'est vrai que la forme manifestation n'existait plus quasiment, donc ça c'est très bien. Mais j'avais pas réalisé en fait, parce que la loi travail, on se rappelle les manifestations, la violence, j'avais pas réalisé qu'en fait la chose, si vous voulez, qui mobilise le plus les Français, c'est cette affaire de travail et que quand même on devrait s'interroger sur notre rapport au travail, justement. Vrai sujet. Vrai sujet, on en parlera, mais un autre jour. Vous restez avec nous, on va parler des agriculteurs et ils méritent qu'on parle d'eux. C'est un travail très compliqué. Je vous le dis, vous ne le savez peut-être pas, 200 fermes disparaissent par semaine, les amis. Donc les agriculteurs, voilà, il faut peser aussi le pour et le contre. Est-ce qu'il faut leur taper dessus comme on fait régulièrement? On n'est pas vraiment sûr. Appelez-nous 0826 300 300. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, avec Elisabeth Lévy, avec vous au 0826 300 300. On va parler d'un sujet qui nous concerne, puisque si vous étiez à Paris aujourd'hui, vous avez pu voir une déferlante de tracteurs, 500 tracteurs. Près de 2000 agriculteurs étaient aujourd'hui dans la capitale pour manifester contre les contraintes qui pèsent sur la profession, Philippe. Oui, on interdit les néonicotinoïdes dès 2023, alors que ça aurait dû continuer en 2023. Et le problème est que les agriculteurs, notamment betteraviers, n'ont pas les produits pour le remplacer. Alors est-ce qu'on va importer à la place de la canne à sucre qui vient du Brésil, où on aura fait faire des milliers de kilomètres pour produire des gaz à effet de serre sur les mers? Vous voulez défendre nos agriculteurs? Vous êtes agriculteur? Appelez-nous au 0826 300 300. C'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour en parler avec nous, Jean-François Lamassé, vice-président de la FDSEA 31 et administrateur de l'Association générale des producteurs de blé français. Bonsoir Jean-François Lamassé. Bonsoir. Bonsoir Philippe Vert, bonsoir Philippe Lévy et bonsoir toute l'équipe. Et bien sûr, bonsoir à notre super avocat, M. Philippe Vert, que nous apprécions énormément. Ah, c'est gentil. Si vous aviez le bien, si vous aviez le bien qui m'a dit de vous, alors là. J'espère qu'il va continuer à en dire après. Vous savez, quand on l'écoute, c'est le reflet de la France, un peu de la ruralité. C'est la France avec des valeurs. C'est la France avec le bon sens qui peut être paysan ou bien même qui peut être urbain. Voilà, c'est tout ça. Et quand on voit aujourd'hui où on en est l'agriculture, vous comprenez que quand on entend ces gens-là, ça nous fait du bien. Mais il ne faut pas lui dire ça, il va avoir un boulard. Non, je trouve que notre invité est par principe quelqu'un de remarquable. Vous restez avec nous, Jean-François Lamassé. Et passez-moi la rhubarbe et je vous file le séné. Voilà, il n'y a pas eu le séné. Il n'a pas eu le séné. Exactement. On va revenir sur cette manifestation, Philippe, on le disait, l'agribashing systématiquement. Et puis là, c'est leur profession, c'est la filière qui est impactée. Alors, et sérieusement, en remerciant notre invité pour cette gentillesse, j'ai toujours beaucoup aimé les paysans. Je suis du côté de mon père petit-fils de paysan. Ah bon ? Ma mère a été la première personne à avoir créé une société d'importation de machines agricoles. Et si vous permettez, Cécile, je pose une question, mais on pourra y répondre tout à l'heure. Depuis toujours, j'ai entendu les agriculteurs même se plaindre en quelque sorte des difficultés de ce beau métier. Ouais. Est-ce qu'on peut lui demander si aujourd'hui la situation est incomparable au sens propre et si elle est beaucoup plus difficile à vivre pour eux qu'à une certaine époque? Jean-François Lamassé. Mais je vais vous dire, c'est pas compliqué. Elle est de plus en plus compliquée, surtout depuis une quinzaine d'années. On est la proie et on est montré du doigt par tous ces écologistes qui bien souvent ne connaissent rien dans l'agriculture et viennent nous en parler.
vous le voyez, les agriculteurs, on a toujours été là dans les conditions, pour toutes les conditions difficiles qu'a connue la France, que ce soit l'après-guerre, que ce soit dernièrement pour le Covid, on a été là, on a rouvert les marchés de plein vent, on a été là cet été encore pour les incendies, on a même été là au moment où les infirmières manquaient de blouses et de masques, comme nous on en a d'agriculture, on en a fourni, on a toujours été là pour la nation. Et aujourd'hui, on nourrit la France, et le remerciement, c'est qu'on nous tape sur le dos toute la journée. Alors, en plus, par des gens qui n'y connaissent rien, aujourd'hui, quand on entend certains écologistes, mais on se demande où ils veulent en venir. On ne pourra jamais produire bio à 100%, c'est impossible. Vous avez le Sri Lanka qui l'a essayé pendant 2 ans, il y a eu la famine. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans une situation, le président Macron nous avait promis qu'il n'aurait pas, n'aurait aucune molécule sans une substitution, sans qu'il y ait un remplacement. Aujourd'hui, pour 2,5% ou 3% d'écologistes, parce que tout ça ce n'est que électoral, on est en train de foutre des filières en l'air. Voilà. On produit de moins en moins, on était exportateur, on va bientôt devenir importateur. Mais il faut se dire les choses. Ouais. Aujourd'hui, la puissance d'un pays, non mais la puissance d'un pays, aujourd'hui, vous le voyez, même Poutine, c'est pas l'armement, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, la puissance d'un pays, c'est l'économie. Et la première chose qui va en avant d'un pays, oui, mais c'est surtout l'agriculture et toutes les matières premières. Jean-François Lamassé, Olivier d'Artigol veut vous poser une question et vous parler. D'abord, on a une filière d'excellence. Les premiers producteurs de mémoire, c'était au niveau mondial sur betterave, la Russie, voilà. La France en 2. Oui. Les États-Unis et l'Ukraine. Ce qui est insupportable, c'est que... Juste pour vous reprendre 2 secondes, la France est quand même numéro 1 en qualité de produits agricoles. C'est vrai. Allez voir les autres, ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, et allez voir ce qu'on a en France. Alors j'allais y venir, d'autant plus que la filière, il s'exprime, et tant mieux, n'est pas hostile à améliorer des pratiques. Ce qui est insupportable, c'est le coût de couperet. C'est ne pas leur permettre une transition, alors que d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne et la Pologne, ont moins de normes que nous, et il y a en plus tous les accords de libre-échange avec d'autres pays qui font qu'on fait rentrer de la merde, pour résumer. Donc c'est une situation infernale, et il y aurait nécessité, c'est une question de souveraineté alimentaire, et c'est aussi déjà un monde agricole qui souffre énormément. Vous avez donné, Cécile, la fermeture des filières. C'est un monde qui, sur le plan social que je connais bien, qui vraiment, moi, dans les Pyrénées-Atlantiques, on vit des choses terribles sur un certain nombre de filières. Donc il y a là une non-assistance à des métiers en danger qui sont pourtant essentiels. Quand on dit des métiers les métiers essentiels, ô combien ils en font partie. Mais ô combien ils ont montré, ça a été dit par notre interlocuteur, et ils ont montré aussi qu'ils étaient là quand il fallait servir l'intérêt général, et qu'ils sont toujours là. Et qu'ils sont essentiels aussi. Quand on voit le salon de l'agriculture, l'engouement des Français pour l'agriculture et les agriculteurs. Donc vous avez encore le soutien très majoritaire de la population. Qui sont aussi essentiels d'ailleurs dans nos paysages, dans l'urbanisme en France. Et moi, ce qui me frappe, je plus sois tout ce qui a été dit et notre gratitude, disons, pour les agriculteurs qui en plus ont fait effectivement en qualité des progrès absolument énormes ces dernières années. Ce qui me frappe en fait, c'est la vision, je ne sais plus qui disait ça récemment, je crois que c'était Jean-Claude Michat, mais j'en suis pas sûr, qui parlait d'une vision disneylandisée, si vous voulez. Et chez les écologistes, il y a une vision complètement disneylandisée de la culture et de l'environnement, et par exemple c'est un tout autre débat, mais ça concerne aussi les éleveurs bien sûr, si vous voulez, leur engouement pour le loup. Pourquoi ils veulent des loups? Pourquoi ils veulent des loups? Parce que les loups, tu peux faire venir des touristes, alors ça c'est merveilleux, tu vas faire venir des touristes qui vont regarder les loups, jusqu'au jour ils regardent. L'agriculteur pour eux c'est un pollueur, c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est une activité effectivement économique, voilà, donc on est bien content de les avoir en tout cas. Allez, 0826 0826 300 300. Alexandre est avec nous. Une réaction, Alexandre, notre vraie voix auditeur.
Oui, c'est vrai que pour moi, c'est un sujet compliqué parce que la préservation de l'environnement, c'est préserver les ressources pour l'agriculture sur le long terme. Et en même temps, on a des normes qui sont contraignantes, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas harmonisées sur l'Europe, quoi. Donc, ça crée de l'injustice, je trouve. Ah ouais. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est mal compris. Oui, justement, Jean-François Lamassé, le scandale, c'est pas qu'à vous, agriculteurs français, on vous dise vous n'avez pas le droit d'utiliser les néonicotinoïdes, pas tel pesticide, pas ceci, pas cela, alors qu'en Espagne, au Portugal, en Italie, en Tchéquie, en Pologne, on peut utiliser tout et n'importe quoi, et qu'on peut même, je me suis renseigné, faire venir des bananes bio d'Amérique latine avec des pesticides interdits en Europe, mais appelés bio quand même. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Est-ce que vous n'êtes pas victime d'une concurrence parfaitement déloyale? Merci. Mais il faut se dire les choses à un moment donné. Une grosse partie, le problème, c'est pas les Français. Le problème, c'est une minorité de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires qui veulent, c'est les mêmes qui ont détruit l'industrie en France, qui veulent détruire l'agriculture. On en est là aujourd'hui. Bon, moi, je vais vous dire qu'il faut se dire les choses clairement. On va remettre l'église au centre du village. À quoi joue Madame Van der Leyen? Van der Leyen. Excusez-moi, Van der Leyen. À quoi elle joue? Est-ce qu'elle est pour une politique pour les Européens ou est-ce qu'elle fait le boulot des États-Unis? Il faut se poser la question à un moment donné. Vous comprenez? On en est là. Voilà. Et quand vous voyez qu'en France, en plus, bien sûr, M. Macron qui la soutient, donc il va dans son sens. Quand vous voyez qu'en France, je ne sais pas s'il la soutient ou s'il plie à chaque fois. Je ne sais pas si c'est du soutien ou si. Oui, c'est un des deux. Mais en fait, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le village. Il faut savoir qui porte le froc dans son pays. Absolument. Jean-François Lamassé, restez avec nous. 0826 300 300. Sandrine est avec nous du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir. Ben, justement, j'allais partir, je vais être en retard. Parce que moi, je suis la productrice de laitière, en fait. J'ai des vaches laitières. Alors, bonsoir à vous quatre. Je suis très contente, Elisabeth, je suis très contente, et Olivier, alors que j'adore Olivier. Ouais. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Je vous donnerai son 06, voilà. Vous inquiétez pas. Allez, voilà, parce que je trouve que des fois, voilà. Non, juste, voilà, je rejoins mon collègue agriculteur dans le suivi. De toute façon, ça fait très longtemps qu'on subit une pression énorme sur par rapport. Bon, il faut savoir que c'est la France. Moi, je dirais le gouvernement français carrément entre nous, parce que bon, il y a l'Europe, il met une enveloppe et puis après c'est à nous. Par contre, là où ils sont pas forts, parce qu'ils ont toujours l'impression de dire que l'Allemagne ci, l'Allemagne là. Il faut pas oublier que l'Allemagne adore ses agriculteurs, mais par contre, la France n'aime pas ses agriculteurs. Voilà. Alors, il faudrait qu'ils fassent un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que, moi, je pense que derrière, il y a quand même une manipulation, une forte manipulation. Il faut savoir que, bon, le blé, c'est Chicago. Les accords du GATT, le tourteau de soja, ça vient des États-Unis. Oui. Surtout pas en France, les accords du GATT. Et puis, bon, bientôt, bon, nous, la production laitière, pour ça, ils n'en parlent pas. Mais bon, moi, j'ai entendu qu'il y avait une boîte, je crois que c'était, il me semble que je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit ou je l'ai entendu. Non, je l'ai vu sur AgriWeb. Qu'il y avait une boîte à Lyon qui avait cherché de la protéine de lait, en fait, sans vache laitière, voilà. Donc, et alors, les écologistes sont contents, tout le monde est content, il n'y a plus de vaches, on ne pollue plus. Le problème, c'est que les prairies, voilà. On veut du CO2. Comment on va faire? S'il n'y a plus d'animaux, s'il n'y a plus rien, imaginez une France en 2050, voilà, allez, ou 2100. Voilà, plus rien. On va vivre dans une bulle. Vous savez, les films de science-fiction. Voilà, je vois ça à peu près. Tout le monde en train de manger son petit cachet. Ouais. Et puis d'un côté, ça me fait rire, mais moi, ça me fait pas trop rire. Sandrine, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. J'aimerais demander à Jean-François Lamassé, au fond, essayons d'imaginer, demain, vous avez un nouveau ministre de l'Agriculture. Quelle devrait être, à votre avis, la première mesure à prendre pour tenter de sauver cette agriculture qui croule peut-être sous une forme de réglementation et de bureaucratie? Moi, je pense que la première chose, c'est défendre les filières. Aujourd'hui, on n'a jamais eu, enfin, à part l'ancien ministre de Normandie qui avait compris le problème et qui savait réagir et vite, parce que c'était un poste très important, le ministère de l'Agriculture, et il faut quelqu'un qui ait de la poigne et qui sache s'imposer. De Normandie savait le faire. Voilà. De Normandie nous a obtenu pas mal de choses et savait dire stop aussi à tout ce fonctionnariat qui tous les jours, parce que l'agriculture, il faut savoir qu'il y a plus de fonctionnaires pour l'agriculture que d'agriculteurs. Ça veut se poser la question aussi. Et oui. Ça veut dire que Marc Fesneau est moins efficace aujourd'hui? Vous savez,
moi je suis à la limite du Gers, on est sur une terre de rugby, on appelle ça un mou du genou. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas un mauvais gars, mais il manque de poigne et il manque d'intervention. Voilà. Mais moi, c'est mon avis, voilà. Et aujourd'hui, si on veut relever l'agriculture française, il faut arrêter certaines normes, il faut stopper tous ces écologistes. Cette écologie, moi quand je vois dans mon département, on a France Nature Environnement, qui tous les jours nous tape du sucre sur le dos, et qui sont payés par nos impôts. C'est Mme Delga qui les loge. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Voilà. D'accord. Quand je vois les batailles, là, il n'y a pas longtemps, on a réussi à obtenir la zone intermédiaire dans le département. C'est une sorte de souffle, une bouffée d'oxygène. Et je vois que de suite, le conseil départemental, qui n'a jamais rien fait, et même la chambre d'agriculture, qui n'a pas fait grand-chose, et qui voit les agriculteurs, ils leur disent non, mais c'est nous qui l'avons fait. Voilà, on est en décalage. Il faut arrêter les normes. Vous dépassez la frontière, vous êtes rentré en Espagne. Ces gens-là, ils ont du maïs OGM. Oui. Voilà. Alors, ils font des poulets. Voilà. Très bien. Et ils nous vendent des poulets. Alors, c'est sûr que les OGM ne rentrent pas sous forme de graines. Oui. Mais elles rentrent sous forme de poulet. Oui, c'est vrai. C'est tous les Français qui en mangent. Une réaction, Jean-Marie Lassalle, Jean-François, Lamassière. Je suis tout à fait d'accord. Cette histoire de l'AOC, du label rouge, en fait, de la non-traçabilité des poulets est très grave parce qu'en plus, je veux dire, je crois qu'on est beaucoup en France à faire attention. Moi, vraiment, ces élevages de poulets vraiment atroces. En batterie, oui. Et donc, moi, je n'achète jamais de poulet. Par exemple, je pense qu'il vaut mieux faire un petit sacrifice financier pour cela. Mais en fait, je voulais revenir sur une chose que vous aviez dite, Cyril, et poser la question à Jean-François. Cécile nous a dit que il y avait 200 fermes qui disparaissaient par semaine. Est-ce que avec ça veut dire que les surfaces cultivées en France continuent à diminuer? Est-ce que vous le savez? Non, parce qu'elles sont rachetées par les voisins, le voisinage. Oui, mais la production continue à diminuer. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la politique de Mme Wendermeyer, c'est de faire du vert. Alors avec ça, on va nourrir les Français. Voilà. À un moment donné, c'est de faire de la luzerne, faire de l'herbe, faire du trèfle. Ça, c'est plus intéressant que de faire du blé. Voilà. Alors à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Non seulement on n'aura plus la matière première, non seulement on va rentrer de la merde, comme avait dit votre collègue, et non seulement, en plus, on va la payer très cher. Voilà. L'agriculture, on a un point fort, en France, c'est la souveraineté alimentaire. On est aussi bien en tournesol que en blé, on est fichu de nourrir la population. Restez avec nous, Jean-François. C'est notre travail, il faut nous laisser produire. Oui, on a compris en tout cas. Merci beaucoup. Juste le mot de la fin avec Sandrine qui est avec nous. Agricultrice aussi. Non, mais je suis d'accord, entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'il a raison. La part de céréales a baissé. Et c'est vrai que Elisabeth, elle a raison. Et moi, je me bataille là-dessus. On a aussi la part agricole qui diminue parce qu'il y a les villes qui grossissent. Au lieu d'aménager leur centre-ville. Au lieu d'aménager leur centre-ville, ils abordent sur les terres bâties. Alors et là c'est lourd et c'est vrai que après la luzerne, alors bien sûr l'agriculteur, il faut savoir que nous en élevage, pour essayer d'équilibrer, on travaille 2 fois plus parce qu'on essaye d'avoir une autonomie alimentaire sur nos troupeaux. C'est ça que je veux dire, c'est 2 fois plus de travail. Alors, rendez compte, et après, derrière, on a toujours, comme je dis, une mauvaise publicité où il y a toujours, on nous dit toujours, la vache, oh là là, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours vous les problèmes, on ne peut pas manger de viande, sauf que le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, on arrive à avoir de la viande qui arrive des États-Unis, piquée aux hormones, parce qu'il faut pas oublier que le bio, peut-être pas piquée aux hormones, mais de la viande importée d'Argentine, des USA, il y en a. Merci beaucoup, Sandrine, en tout cas, de nous avoir appelé du Tarn. Merci beaucoup, Jean-François Lamassé, vice-président. Et passez nous voir au Salon de l'Agriculture, Jean-François et Sandrine. FDSEA 31. Moi, je vais vous dire mieux que ça. Je veux dire mieux que ça. Moi, je vous invite dans le département sur une exploitation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été. Ça fera grand plaisir et on vous fera goûter du magret fourré au foie gras. Comme je sais, il y a quelques épicuriens autour de la table. Super. Merci beaucoup en tout cas, Jean-François Lamassé. Bonne soirée à tous. Merci et prenez soin de vous. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Nous sommes ensemble avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, Elisabeth Lévy. Encore que pendant quelques minutes, on était avec Jean-François Lamassé, qui est de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. On revient bien entendu sur ces manifestations. Une réaction au standard. Pour en parler, Guy, qui nous appelle, qui est viticulteur et qui nous appelle de, je ne sais pas d'ailleurs, il va nous le dire. Bonsoir Guy. De la Dordogne. De la Dordogne, bonsoir. Je m'appelle à côté de Bergerac, oui. Ah, bonsoir. Voilà, Guy. moi je suis viticulteur, je suis en bio, on est aussi en biodynamie et en label Bee Friendly. Donc c'est-à-dire que normalement, les nicotinoïdes, moi je suis totalement contre. Oui. Mais je soutiens totalement nos collègues viticulteurs conventionnels, comme on dit, parce que nos collègues agriculteurs, conventionnels, parce qu'on est en face d'une décision, c'est classique ça. On prend une décision, il n'y a pas la solution et on casse tout. Bon, et on a vu ce qu'ont fait les Allemands pour le nucléaire. Ils sont sortis du nucléaire, maintenant ils reviennent au charbon. Et tant qu'on n'a pas la solution de remplacement, moi je dis qu'il faut orienter la recherche. C'est ce qui était prévu au début. C'était ce qu'avait dit Marc Fesneau, de dire que tant qu'on n'avait pas la solution, il y avait une dérogation spéciale. Et la dérogation, elle est tombée, finalement. Voilà. Par exemple, et on ne fait pas les choses essentielles, je vais vous dire, puisqu'on est bee friendly, nous, c'est-à-dire c'est un label qui protège les abeilles. Les abeilles. Eh bien, il y a un très gros problème qui est simple, c'est le frelon asiatique. Eh bien, on ne fait rien pour détruire les nids de frelons asiatiques, alors que ça fait beaucoup plus de dégâts que les néonicotinoïdes. Voilà. Donc moi, je suis, les viticulteurs, les agriculteurs bio sont pas des rêveurs non plus. Il y a une agriculture qui veut être rentable, oui. et qui est la solution pour l'avenir. Mais on peut pas tout casser dans un premier temps. Et c'est vrai que d'un point de vue, moi je suis très soupçonneux de la politique européenne, parce qu'on a des amis en Bretagne et en Normandie qui arrêtent le lait. Parce que c'est plus rentable, parce que les prix sont pas bons. On est complètement, c'est incohérent comme politique. Mais quand on aura faim, on a déjà vu le cas avec le soja à une époque, avec l'Amérique. On voit le cas maintenant avec le gaz de schiste qu'on importe d'Amérique. On voit le cas chaque fois qu'on est dépendant. Eh bien là, on regrette. Enfin, excusez-moi Guy, mais sur le tourteau de soja, c'était Sandrine qui parlait des accords du GATT, c'est quand même bien l'Europe qui a signé, pour faire plaisir aux Américains, qu'elle s'engageait à importer les tourteaux de soja des États-Unis. C'est pas les Américains qui nous ont forcés, enfin ils nous ont dit vous signez, on a signé. On n'était peut-être pas obligé de signer non plus. Ah, mais je suis d'accord avec vous. C'était il y a 30 ans, c'était 93 de mémoire les accords du GATT. Et quelle est cette politique de soumission, ou même d'autodestruction? Je comprends pas ça du tout, moi, personnellement. Vous voyez, j'ai 68 ans, et ça me fait mal de voir dans quel état on met notre pays, mais aussi bien pour l'énergie que pour l'industrie et que pour l'agriculture maintenant. Mais ça fait du bien. Je disais, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui travaille dans le bio, qui travaille pour le développement durable, puis pour le climat, et qui ne soit pas un ayatollah, qui se dise il faut de la transition, de la vraie transition. Cette politique, elle a un nom, c'est le libre-échangisme. J'ai souvenir, et ses effets, j'ai souvenir d'une période où ceux qui critiquaient cette orientation-là était vouée aux gémonies. C'est encore le cas aujourd'hui. Un peu moins quand même. Oui, ça a un peu changé quand même. Et le fait qu'on puisse retrouver, déjà avoir un débat de qualité dans le pays pour retrouver des domaines de souveraineté, c'est vrai sur le plan énergétique, c'est vrai sur le médicament, c'est vrai sur l'agriculture, devrait être un débat qu'on devrait instruire et nourrir dans le pays d'une manière très forte. Et d'ailleurs, Olivier, ce qui n'a pas été le cas lors de la dernière présidentielle. Et d'ailleurs, Olivier, ce libre-échangisme intégral, si vous voulez, qui nous a été vendu comme devant faire le bonheur de l'humanité avec la concurrence, parce que derrière, il y a l'idée que la concurrence, ça va produire le bonheur. Mais aujourd'hui, même dans les faits, beaucoup d'États, alors évidemment, après c'est du rapport de force, mais il y a beaucoup d'États qui commencent à se protéger à leurs frontières, comme d'habitude, nous les Français, on va être les nigauds de la paire, et on le fera les derniers, quand tout le monde se sera protégé, on commencera peut-être à envisager de le faire. Un dernier mot, une question pour une réponse très courte, vous faites quoi? Du Mont-Bazillac, du Pêche-Chardon? Ah bah ça y est, ça m'aurait étonné. Non, je fais du IGP Périgord, je fais du Saucignac qui est un autre liquoreux, je fais du Bergerac, voilà, et oui, on est en bio, on est en biodynamie aussi, et puis voilà, donc on essaye de travailler. J'ai 2 fils qui sont installés avec moi, et on espère tenir le choc, mais on a planté des cépages résistants, justement, parce qu'en bio, vous voyez, pour diminuer encore l'impact du cuivre, eh bien, on a planté des cépages résistants. On a eu en 2014 beaucoup de problèmes avec l'administration, on devait s'engager à arracher les vignes dans les 10 ans.
Vous voyez un peu la stupidité. Et maintenant, les cépages résistants, c'est quelque chose qui paraît une solution d'avenir. Merci. Voilà. En tout cas, on était ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix, cher Guy, viticulteur à Bergerac. Merci de nous avoir appelés. Merci à tous nos intervenants. Merci Sandrine, Alexandre. Cette antenne est la vôtre. Merci Philippe Bilger. Vous aurez remarqué, Cécile, qu'on a commencé fatigué et qu'on finit en pleine forme. C'est vrai. Oui. C'est ça l'effet Les Vraies Voix. Je reviendrai. Merci Elisabeth Lévy, merci Olivier d'Artigol. Et bien justement, dans quelques instants, on va parler, ce sont les vraies voix responsables, on va parler des abeilles, de l'implantation, en tout cas du travail de Guerlain, la marque Luxe, pour la préservation des abeilles. Il a un travail au quotidien depuis des années et des années et des années. Et on va vous parler de Watt aussi, une belle entreprise. C'est la Watt qu'on préfère. C'est la Watt qu'on préfère. Mais est-ce que nous, on serait les vraies voix irresponsables? Si, absolument. Des bornes électriques. Voilà, on va vous parler de responsabilité sociétale dans quelques instants. Allez, à tout de suite.